Hello et bienvenue sur Caro Magic Books. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera un point lecture. Bon, j'ai remarqué que j'avais une pile de livres qui augmentait, dont je ne vous avais pas encore parlé. Donc il y aura quelques reliques, un peu de pâle. Bon, des livres qui sont sortis, enfin que j'ai lus depuis un petit moment, donc j'espère que ce sera encore un peu frais dans ma tête. Bon là j'ai rallumé la lumière, il est que 14h15 hein, mais bon le temps est pas terrible, mais bon on est au mois de novembre, donc en fait j'ai tout ça à... Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais on va essayer. Je vais commencer par le premier qui n'est pas vraiment un roman, mais qui s'appelle Messages créatifs de Coco Chanel. Alors c'est de Marion Corrales aux éditions Château d'Âme. Un livre que j'ai reçu parce que je suis en partenariat avec Château d'Âme cette année. Vous avez toujours, j'aime beaucoup leur, comme ça, hop, ce sera mieux dans ce sens-là. Voilà, j'aime beaucoup leur charte graphique. Et ils vous proposent ce qu'ils appellent des livres oracles. Donc vous pouvez tirer des cartes en plus à la fin. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'il retrace quand même une partie de la vie de Coco Chanel. Alors, je ne savais pas qu'elle était née dans un milieu si pauvre d'ailleurs, ni qu'elle avait perdu sa maman quand même assez jeune, quand elle avait 12 ans. Et elle s'est retrouvée séparée de ses frères qui sont partis, je ne sais plus où est-ce qu'ils ont été placés. Elle et ses sœurs ont été placées dans un couvent dont elle ne garde pas des souvenirs terribles, parce que c'était assez dur. C'est là qu'elle aurait appris la couture et aussi avec une de ses tantes. Alors en même temps, Coco Chanel, au fur et à mesure qu'elle grimpait les échelons de la société, parce qu'elle voulait à tout prix s'en sortir, une fois, elle a raconté une version sur sa jeunesse, une fois une autre version. Donc, ça reste une femme assez mystérieuse, en fait, qui s'est jamais totalement livrée. Et ça en fait un personnage vraiment intéressant. Puis, c'est vrai qu'elle a libéré la femme, notamment du corset. Voilà, elle a inventé des vêtements qui étaient beaucoup plus confortables pour les femmes. Et pour ça, on la remercie. Puis voilà, c'était un personnage incroyable et qui avait peut-être plus de reconnaissance aux États-Unis qu'en France même. Mais voilà, une personnalité vraiment incroyable. Et puis vous avez avec des cartes oracles, c'est-à-dire que vous pouvez tirer une carte. Ça c'est le dos, puis vous avez, hop, vous avez l'endroit. Et puis si par exemple, alors ça a toujours rapport là avec Coco Chanel, vous avez montré le même livre pour message inspirant de Jane Austen. C'est inspirant, je sais plus. C'est les messages de Jane Austen, pardon, je dis toujours Austen, c'est Austen. Et là, bah, vous avez la petite robe noire. Et en fait, il suffit d'aller dans le livre et de retrouver... Alors là, je suis sûre que je ne vais pas le retrouver, sinon ce serait trop simple. Où on parle de la petite robe noire. Bon, je vais juste vous montrer un bas, voilà, la petite robe noire. Et puis, ça vous aide. Voilà, c'est une carte de développement personnel, en fait. Donc, j'aime bien leurs petits livres comme ça parce qu'ils sont toujours assez instructifs. Ensuite, je vais vous parler des deux graphiques que j'ai lus récemment, parce qu'il va falloir que je les rende, à commencer par Ruby. Alors, c'est au Lombard, c'est ça, oui, qui s'était emprunté à la médiathèque. C'est de Irène Marchesini et Carlotta Di Cataldo. Nous sommes au Moyen-Âge et alors que deux jeunes femmes sont en train d'être brûlées parce qu'elles sont accusées de sorcellerie, naît un petit garçon dans une famille très aisée. Et malheureusement, ce petit garçon, il a une particularité, il est là, c'est qu'il est albinos. Donc évidemment, en plein Moyen-Âge, on le voit grandir petit à petit, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, genre le lait a tourné, une vache est morte, c'est la faute de ce petit garçon parce qu'il est maudit. Donc la famille est bien embêtée parce que tout le monde vient se plaindre chez eux. Alors il a un frère et une sœur, il est surtout proche de sa sœur puis d'une des domestiques de la maison. Son père a très peu de considération pour lui. Sa mère s'occupe pas forcément beaucoup de lui non plus, elle suit un peu ce que fait son père en fait. Donc c'est vraiment auprès de sa sœur et auprès d'une des domestiques qu'il retrouvera du réconfort. Et là on le voit grandir petit à petit. Et puis là il va dans la forêt où il s'occupe de larves, il regarde des larves pour les voir grandir, pour voir ce qu'elles vont devenir. Et il tombe sur cette mystérieuse jeune femme, un jour où il s'enfuit face à des gamins qui veulent le frapper. Et en fait, va se lier une amitié très importante entre ce petit garçon et cette femme. Alors, on va en apprendre plus sur elle. On va savoir pourquoi elle se cloître comme ça dans la forêt. Et voilà, on va voir aussi une belle amitié entre femmes. Alors, ce n'est pas forcément des... Elles pratiquent la sorcellerie, mais les autres femmes, pas forcément. Mais il y a un esprit de sororité assez important et un esprit d'amitié entre les femmes qui est vraiment très beau. Puis j'aime beaucoup les planches du dessin, je les trouve vraiment très très belles. Hein. Elles sont... Voilà, j'aime beaucoup...
J'aime beaucoup les illustrations. Et je trouve qu'elles rendent bien parce qu'on va parler aussi du genre. Parce que Ruby, en fait... alors, il s'appelle pas Ruby à la base. Il se fait appeler Ruby ou Rubis. Enfin, ça fait penser à bis. Ça fait comme s'il prenait une nouvelle identité à un moment. Et à un moment, vous voyez, il porte une robe. Et voilà, donc on va parler aussi du genre et du choix du genre. Et aussi du choix de qui on veut aimer, voilà, quel que soit, que ce soit une femme ou un homme. Alors ça, par contre, cette BD-là, planche-là, je suis pas sûre que je puisse vous la montrer, mais voilà, il est avec sa sœur et la servante, ils sont en train de se baigner. Il y a aucun dialogue, en fait, elle est très belle, cette planche, mais comme il y a un peu de nudité, je suis pas sûre de pouvoir la montrer. Et il se dit, bah tiens, c'est bizarre, moi, j'ai pas de poitrine, par exemple. Il n'y a pas de besoin de dialogue, tout est mis vraiment sur les planches. Vous avez la planche juste à côté. Voilà, c'est vraiment très beau. Là, on sent l'apaisement, justement. Il a retrouvé sa sœur et son amie. Et voilà, c'est très beau. Bien sûr, il y a l'intolérance des hommes. Il y a le fait que dès que vous êtes un petit peu différent, on vous prend pour une sorcière. Voilà, mais il y a aussi cette belle histoire d'amitié. Et puis, voilà, cette liberté d'aimer et d'être qui on veut aussi, qui est très, très beau. M'excuserez, j'ai beaucoup d'allergies en ce moment et c'est un petit peu compliqué. J'ai aussi lu Basketful of Heads dans un tout autre genre. Hein, quand vous voyez la couverture, voilà, avec la hache qui est là. Alors c'est de Joe Hill hein, qui a écrit Le Carrousel Infernal, Nosfera 2, qui est aussi un des fils de Stephen King, et Léo Max. C'est aux éditions Urban Comics. Et alors là, on est dans un dessin assez différent quand même. Hein. Bon, sur le coup, moi, c'est le genre de dessin qui me plaît moins. Alors, par contre, vous voyez un petit peu, voilà. Vous voyez la hache, en fait, on va suivre cette jeune fille qui vient de rejoindre son petit ami. Son petit ami, alors, il est shérif saisonnier. Apparemment, ils font ça aux États-Unis. Il est sur une presqu'île qui va bientôt être envahie par les flots. Donc, le seul chemin qui mène à la presqu'île va être fermé puisqu'il va y avoir une tempête. Et malheureusement, il y a aussi 4 détenus qui se sont enfuis, donc ils sont recherchés par le shérif, donc elle, c'est, je sais plus son prénom, June, et par Liam, son petit ami. Je sais pas si on le voit là, on ne voit pas trop. On le voit un peu plus ici. Et voilà, ils sont invités, donc on sait qu'il y a des criminels qui se baladent, dont certains sont loin d'être des enfants de cœur. Et ils sont invités à manger chez le shérif. Alors, le shérif a une grosse maison, une femme assez quand même... elle fait un peu poule de luxe. Hein. Bon, chose. Bah, c'est pas qu'elle est forcément... Vous voyez, elle est assez habillée, voilà. Et puis, ils ont toute une collection d'objets vikings anciens. Hein, donc, comme cette fameuse hache. Et bien sûr, va arriver ce qui doit arriver, c'est-à-dire que nos deux héros, Liam et June, vont se retrouver face aux kidnappeurs, enfin pas aux kidnappeurs, mais aux criminels. Liam va être enlevé et ils interrogent June pour savoir où Liam a caché on ne sait pas quoi. Ils ne disent pas ce que c'est. June, elle est dans le flou total, elle ne sait pas du tout de quoi il parle. Et puis pour se défendre, elle va prendre cette fameuse hache. Je ne sais pas si on le voit, elle est là. Alors, on ne voit pas trop ici, mais cette hache, en fait, elle est viking, de dater du 9e siècle, si je me souviens bien. Et si vous regardez, voilà, on voit ici Yggdrasil, l'arbre-monde. Donc cette hache a une particularité. Et la première fois que June va s'en servir, il va se passer quelque chose de très étrange. Voilà, donc on est dans de l'horrifique. Il y a aussi une enquête, il y a du suspense. On a une jeune femme qui se laisse pas faire. On voit qu'elle a du caractère dès le début, mais quand même face à des criminels, c'est pas évident. Et elle est décidée à retrouver son petit ami, à le sauver et à faire le point sur cette enquête. Et il y a aussi une touche d'ironie, je trouve, de la part de Joe Hill à la fin du graphique. Quand on sait, quand on a toute la résolution de l'histoire, c'était quand même pas mal trouvé. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, ensuite... pour essayer dans les livres que j'ai lus depuis un moment, mais c'est l'autrice Cécile Khalifa qui me l'avait envoyé, Le célèbre illusionniste aux éditions Les Presses littéraires, où là on va suivre Ralph Grayson qui est un célèbre illusionniste. Il est à Saint-Pétersbourg en 1872. Il est obligé de fuir le pays. En fait, il va commettre un acte irréparable. Il a des vrais pouvoirs. Hein. C'est pas un simple magicien, un simple illusionniste. Il a de vrais pouvoirs. Et puis, on va se retrouver des années plus tard et on va suivre un de ses fils.
Et voilà, c'est-à-dire que le père n'était pas un ange, mais du coup le fils n'en est pas un non plus. Et on va suivre un policier anglais qui va demander l'aide d'une jeune modiste, couturière en fait, hein, Maud Sorel, pour l'aider à arrêter l'un des fils de Ralph Grayson qui apparemment parcourt l'Angleterre et la France, se trouve des jeunes femmes riches, les tue et récupère l'argent, ou du coup il se fiancie avec souvent avec des jeunes femmes, il les tue, donc les parents sont en pleurs, il se rapproche des parents qui lui donnent de l'argent, voilà, donc il se met en quête de ce voleur, et il sait que Maud a eu affaire à lui, donc il lui demande de l'aider. Donc il y a pas mal de rebondissements, hein, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'est devenu le père, on ne sait pas trop ce qu'est devenu le deuxième frère, et c'était pas mal. En plus, bon, j'aime bien, moi, quand ça se passe au 19e siècle. Voilà, on est en, en pleine révolution industrielle. Il y a le modernisme qui arrive. Et en même temps, vous avez toujours ce côté où les gens pratiquaient beaucoup le spiritisme, les séances de spiritisme, où croyaient encore en la magie, ou, dans les esprits. Et ça, c'était vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère du roman. Et la fin, je ne m'attendais pas à ça. Je trouvais que c'était une belle fin qui était aussi assez porteuse d'espoir. J'ai lu, alors là c'est plus un roman policier, Scène criminelle de Pascal Marmé aux éditions M+, que l'auteur m'avait... je ne sais plus si celui-là, je disais, l'autrice m'avait envoyé, que l'auteur m'avait envoyé, c'est le tome 3 des enquêtes du commandant François Chanel. Alors là, on est en 2017, et en 2017, en fait, c'est le moment où la police va déménager du fameux quai des Orfèvres pour s'installer à ce qui va devenir le Bastion. Donc, ils sont en plein changement. En plus, François Chanel... qui est un petit peu, je trouve, misogyne sur les bords quand même, enfin, qui est pas trop pour que les femmes intègrent la police ou pour travailler avec les femmes. Après, sa supérieure hiérarchique est une femme, bon, il, où il se moque un petit peu d'elle, mais quand même, il respecte ses ordres. Et là, il y a des cadavres qui sont repêchés dans la Seine. Donc, voilà, il est chargé de l'enquête, il est chargé de former une équipe, et sa chef lui demande d'intégrer des femmes dans l'équipe. Alors, ça donne des moments assez cocasses, hein, quand vous avez des jeunes femmes qui arrivent dans l'équipe, d'autant que ces jeunes femmes sont... hyper, enfin déjà elles sont bardées de diplômes, elles sont hyper expérimentées, elles ont déjà fait plein de choses, donc c'est, voilà, il est aimé par binôme, alors il est aimé avec des vieux de la vieille qui n'ont pas l'habitude non plus de travailler avec des jeunes femmes, donc ça donne des moments assez cocasses quand, bon, la jeune femme c'est plus que le plus ancien. Pour finir, voilà, il y a du respect qui s'installe, il y a une connivence, une complicité qui s'installe entre les différents binômes, et ça c'était très bien. C'est celui que j'ai préféré des trois parce qu'effectivement, il y a tous ces changements au niveau de la police, hein, gros déménagement, voilà, les femmes sont de plus en plus présentes au sein de la police. L'enquête est toujours aussi passionnante puisqu'on va encore poursuivre un tueur en série. Et puis surtout, on va voir un pan de la vie personnelle de François Chanel, parce qu'ici, on a vu quelques personnages qui rentraient dans sa vie personnelle, mais sans plus. Là, on va vraiment voir son passé. Et du coup, ça le rend plus humain. Je trouve qu'il y a pas mal d'émotions dans le roman, du coup, et j'ai beaucoup aimé cet aspect du roman, et du coup ça reste mon préféré. Alors je pense qu'il y en aura d'autres en toute logique, puisque là en plus c'est 2017. Alors à savoir que Pascal Marmé a écrit ses livres suite à une discussion qu'il a eue avec c'était un commandant de police aussi, je sais plus. Fiction inspirée de faits réels, alors je sais plus si c'est un commandant de police, mais bon, avec un officier de... Je vais essayer de vous le retrouver quand même. C'est au restaurant, il s'est retrouvé en fait, pour faire de la place, il s'est retrouvé à la même table qu'un policier. C'est ça, alors, hein, mon personnage est bien réel. Bon, on sait que c'est un policier, mais on n'en saura pas plus, il ne peut pas donner son nom évidemment. Mais des trois, c'est vraiment celui qui m'a davantage, qui m'a plu. C'est vraiment, il y a pas mal d'émotions dedans. Ensuite, dans un tout autre registre, ça va être vraiment le point lecture des livres très différents. J'ai lu le Polycarpe Arpenteur de Pierre Thierry. Donc là, on va suivre. Alors, les personnages ont des noms. Il faut que je les lise parce que là, je peux vraiment pas les retenir. C'est Valk Hugnal et Elsbetia Gurnland. En fait, on va suivre leur histoire d'amour. Il va y avoir beaucoup
de rebondissement. Le Polycarpe arpenteur, c'est le nom qui a été donné à un bateau. Alors, on sait pourquoi ça a été donné dans le roman, pourquoi ça a été donné. Ce nom-là, le propriétaire a fait appel à un architecte qui ose des choses nouvelles. Il va y avoir voilà, des traversées au sein de ce bateau. On va suivre les différents personnages. Le début est assez, est assez spécial et un peu déroutant, puisqu'on va suivre un homme qui passe le long d'un jardin, d'un potager, et puis il y a une femme un petit peu plus loin, donc on se dit qu'il y a quelque chose qui les lie, mais on ne sait pas quoi. Et puis ensuite, on va rentrer dans l'histoire de Valk et Elsbethia. Alors, l'auteur a appelé ça un roman, mais vous voyez, roman R-O-M-A-N avec un point à chaque fois. Donc en fait, à nous de quelque part d'en faire ce qu'on veut. Là, c'est par exemple, il a marqué rapide, objet manipulable, aimant naviguer. À l'intérieur, il donne d'autres définitions. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un ovni littéraire et il mélange plusieurs genres. Donc ça reste un roman, il y a du suspense, il y a de l'aventure, il y a du rebondissement, il y a une histoire d'amour, mais il y a surtout énormément de poésie dans le texte, en prose hein, bien sûr, mais il y a énormément de poésie, il y a aussi un hommage au théâtre, à la littérature, voilà, à tous ces arts. Et c'était vraiment, de ce point de vue-là, c'était vraiment très beau parce qu'il arrive à faire, je vous dis au début, on est près d'un potager, il arrive à faire un monde poétique de ce moment où le personnage masculin passe près d'un potager. C'est très beau, j'ai beaucoup aimé. J'en lirai pas tous les jours des livres comme ça, mais franchement, de temps en temps, ça change un petit peu. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce côté poétique. Alors là, j'ai passé dans un genre qui est complètement différent. Il fallait que je vous en parle parce que c'est le tome 3, ça clôt une trilogie et il était temps que je vous en parle. C'est la trilogie baryonique de Pierre Aufaste aux éditions aux Forges de Vulcain. Donc là, le tome 3, c'est le Dôme de la Méduse. Je vous avais déjà parlé des deux premiers, on est dans le futur. Il y a eu une grosse catastrophe naturelle qui fait qu'il y a eu des milliards d'humains qui sont morts. Donc du coup, ça a un peu réglé le problème des ressources naturelles. Alors bien sûr, les humains maintenant font très attention. Je ne sais plus si c'est noté, non, c'est pas noté en quelle année on est. Ils font très attention aux ressources naturelles, à la planète. Mais bon, évidemment, le fait qu'il y ait des milliards de morts, ça a aidé aussi à peut-être pas des milliards, des millions, mais ça a aidé aussi à résoudre les problèmes de ressources naturelles. On est aussi dans un monde où un théorème, enfin une scientifique a reçu le prix Nobel de science parce qu'elle a mis en place enfin, elle a trouvé un théorème disant qu'en fait, on ne pouvait pas aller plus loin dans tout ce qui était scientifique au niveau humain. C'est-à-dire que voilà, les humains maintenant peuvent aller dans l'espace. Dans ces drôles de vaisseaux un peu qui ressemblent. Le premier s'appelait la tragédie de l'orque parce qu'il ressemble un petit peu à des vaisseaux. Ils arrivent à passer dans des trous noirs et du coup à voyager beaucoup plus vite dans l'espace. Le but à la base c'était de trouver une autre forme de vie, même si c'était sous forme microscopique, mais ils n'ont pas trouvé d'autres sources de vie. Donc le théorème avait dit que oui, de toute façon c'était fini. La recherche spatiale, effectivement, ils n'ont rien trouvé de spécial. Au niveau de l'intelligence artificielle, bah, pas de problème. De toute façon, ils peuvent pas se débrouiller sans nous, les IA. D'ailleurs, il y a des humains qui sont... une des héroïnes, d'ailleurs, c'est son métier, c'est de s'occuper des IA parce que bah, ils sont limités. Au bout d'un moment, ils ont besoin des humains pour pouvoir vraiment entrer en interaction avec des autres humains. À savoir qu'il y a des IA quasiment dans toutes les maisons et que c'est un peu le doudou des enfants. Enfin, des enfants, on leur en donne quand ils sont un petit peu plus âgés, mais ça leur sert de confident, notamment quand ils sont à la préadolescence et à l'adolescence. Ouais. Ils sont, voilà, c'est des sources d'informations voilà, incroyables, mais en même temps, ce sont aussi des confidents. Hein. On voit d'ailleurs la fille de deux des héroïnes qui voilà, c'est son confident en fait, cette IA. Donc on se dit, bah, alors, le premier tome, je me dis, bah c'est bien, mais qu'est-ce qui va se passer quoi du coup? Et dans le premier tome, en fait, il y a un vaisseau, donc ils sont que deux par vaisseau. En fait, ils ont compris, alors ils ont expérimenté plusieurs choses, et ils ont compris que une personne, c'est pas assez, évidemment. Trois, c'était trop, parce qu'il allait forcément se créer des alliances, voilà, que deux, bah, vous êtes obligé de vous entendre avec, avec votre voisin de vaisseau spatial, sinon ça se passe pas bien. Et on va suivre un vieux commandant de vaisseau, c'est son dernier voyage, qui est avec un plus jeune, qui est un peu déçu, dépité, qui est désabusé de ne pas avoir trouvé d'autres formes de vie. Voilà, il est quand même assez désabusé. Et plus loin, un autre vaisseau avec deux femmes, donc une jeune femme qui
a un QI complètement exceptionnel, qui a aussi un passif assez lourd. On va comprendre pourquoi dans les tomes 2 et 3. Et le vaisseau des deux femmes va malheureusement avoir un accident. Donc les deux autres hommes vont être mandatés pour aller les sauver, même si le plus ancien n'est pas trop d'accord au début. On est sur Terre, bah, c'est le branle-bas de combat, d'autant que une des femmes qui est dans le ciel est la fille d'un homme qui fait partie d'une voilà, comment d'une cellule gouvernementale qui s'occupe des voyages dans l'espace. En même temps, vous avez aussi des groupes privés qui s'occupent aussi des voyages dans l'espace, pas forcément dans le but de trouver d'autres vies, mais dans le but de trouver d'autres ressources à exploiter. Voilà, donc ils rentrent un petit peu voilà, en clash parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes buts dans la vie. Le privé se fiche un petit peu des vies humaines de toute façon. Voilà, donc on va suivre ce qui se passe dans l'espace et en même temps on va suivre ce qui se passe sur Terre entre voilà, l'agence gouvernementale et la société privée et en même temps entre la fille et la compagne de la pilote plus âgée du vaisseau qui a été accidenté. Et du coup, il y a ce côté effectivement un peu space opéra, mais il y a un côté aussi très humain, très dans les relations humaines, l'importance de la famille, des amis. En plus, leur fille, elle fréquente un jeune homme qui, lui, fait partie d'une association enfin, un peu secrète qui est persuadée qu'on nous cache des choses. Voilà, il est en plein théorie du complot et notamment au niveau des IA. Et puis au fur et à mesure du livre, il va se passer des choses un petit peu étranges, notamment lors du voyage spatial. Il va y avoir aussi des rapprochements au niveau des relations humaines. Et puis, on va se rendre compte qu'il y a peut-être quelques petites couacs au niveau des IA aussi. Donc tout ça va être développé dans le tome 2, dans le tome 3. Je ne vais pas vous en dévoiler plus parce que ce serait spoiler le roman. Alors c'est vrai, celui-ci est plus... les deux premiers étaient franchement lisibles très facilement. Celui-ci, on va plus vers de la hard SF, il y a un peu plus d'explications techniques, donc c'est un petit peu plus dur. Mais bon, on est attaché aux personnages, on veut savoir ce qui leur arrive. Alors la fin, je sais que ça a un petit peu décontenancé certaines personnes parce que... on a envie d'en savoir plus. Il y a plein de choses qui restent en suspens. Et j'avais demandé à l'auteur, il a dit qu'il écrirait une autre... alors, je ne sais pas si ce sera un seul roman ou plusieurs. Alors, pas forcément avec les mêmes personnages, mais qui se passera dans le même univers, peut-être des années plus tard, pour qu'on ait enfin des réponses à toutes nos questions. Et puis, je vais finir avec ce roman qui m'a posé quand même pas mal de problèmes. Non, il m'a pas posé pas mal de problèmes. C'est La route de Cormac McCarthy, voilà, donc prix Pulitzer 2007. Donc là, c'est la photo du film avec Viggo Mortensen. J'avais vu le film avant. Alors je dis peut-être que j'aurais pas dû voir le film avant et quelque part, ça m'a donné aussi des clés de compréhension. Je sais que Séverine dit bien ce livre, le lit tous les ans, qu'elle adore ce livre. Moi, j'avoue, il y a des choses que j'ai pas, je sais pas, j'ai pas compris vraiment le but du livre. On est dans une société post-apocalyptique, hein, à force de, effectivement, encore une fois, d'utiliser les ressources naturelles sans faire attention. Il n'y en a plus. On est dans un monde où vraiment il n'y a plus aucun espoir. Walking Dead, à côté, c'est une fête foraine, hein. C'est-à-dire que vous devez éviter les zombies, mais vous avez encore de la nature. Là, en fait, il n'y a plus de nourriture. Les animaux ont disparu. Les arbres sont en train de tous tomber par terre. D'ailleurs, dans le film, on entend sans arrêt des craquements abominables sur les arbres qui tombent. Et d'un coup, on voit des arbres mais immenses qui tombent. Et en fait, on a juste ce père et ce petit garçon, on ne sait pas leur nom, qui prennent la route. Ils ont quitté leur maison parce que il commence à faire de plus en plus froid, il n'y a plus rien à manger. Donc, ils ont décidé de prendre la route, d'où le titre, et d'essayer de rejoindre la mer ou l'océan, je ne sais plus. On se rapprocher de l'eau et on va les suivre dans leur périple. Alors c'est assez dur. Il y a quelques flashbacks, notamment concernant la mère du petit garçon. Il va y avoir... bon, il va y avoir une rencontre. Non, il va y avoir plusieurs rencontres. Alors, à savoir aussi que comme il n'y a plus rien à manger, le genre humain étant plein de compassion et envers son prochain, il chasse certains groupes, chasse d'autres personnes pour les manger. Il y a d'ailleurs une scène qui est complètement terrifiante dans le film.
C'est horrible. Ça a été adapté en BD. J'ai feuilleté le... Enfin non, quelqu'un nous a montré des images. C'est encore pire. Alors là, il y a une scène qui est pas d'ailleurs qui est pas reprise dans le film, mais il y a juste quelque chose qui est évoqué. C'est très vite, hein, on a une image très vite, mais je veux dire, c'est une image qui vous reste collée à la rétine pour le restant de vos jours, quoi. C'est horrible. Et le récit, j'ai lu pas mal de romans post-apocalyptiques. Alors souvent, il y a beaucoup d'actions parce qu'ils se battent soit contre des zombies, soit contre d'autres humains, soit ils essaient de traverser une partie de leur pays en espérant trouver mieux ailleurs, ce qui est un peu le cas ici. Mais c'est très froid, il y a pas de sentiment, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent. C'est assez factuel, hein, voilà, on voit ce qu'ils font. Alors, il y a des moments, effectivement, quand ils croisent des chasseurs, notamment, qui sont un peu plus stressants. Mais voilà, quand on voit aussi un petit peu les flashbacks avec la maman du petit, alors là, pour le coup, je suis contente d'avoir vu le film parce que je suis pas sûre que j'aurais bien compris ce qui s'était passé avec la maman si j'avais lu que le livre. Mais autant dans le film, j'ai senti beaucoup d'émotions. Puis Viggo Mortensen est un acteur génialissime, donc autant j'ai senti de la compassion. Il y a un moment, il y avait une phrase qui m'avait, je sais pas si elle est reprise dans le livre, c'est tiré du livre, mais je crois qu'il le dit aussi, le petit garçon, il dit « Je suis un dieu ». Est-ce qu'il veut dire par là qu'il est un dieu dans le sens où il est un des derniers êtres humains à errer sur cette pauvre planète? Je ne sais pas, mais enfin sur une planète sur laquelle il n'y a plus rien. Je n'ai pas compris déjà cette phrase. Voilà, et on va les suivre tout au long de la route. On voit bien que le père est très malade, donc c'est pour ça aussi qu'il part, hein, il essaie de trouver aussi un abri pour son fils. Et voilà, donc je reste interrogative. Je ne sais pas quoi penser de ce livre. Alors surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Parce que moi, j'ai trouvé que ça manquait d'émotion. En fait, j'ai pas, quelque part, j'arrive pas à m'attacher au personnage. Et ce que je trouve dans les post-apos, c'est que justement, on s'attache vachement aux personnages qui survivent. On est horrifié par ce qui peut se passer, notamment des fois plus par les actes des humains entre eux que par le reste. Là, non, il y a pas eu, il y a pas eu connexion, on va dire. Je sais pas, je suis passée à côté et puis à la fin, ben on se dit ouais, ok, mais on a l'impression qu'il y a aucun espoir en fait. S'il y a plus de nature, s'il y a plus rien, mais ils sont condamnés à tous mourir. Donc, ben, je sais pas. Du coup, je me dis, c'est quoi le but du livre, à part nous dire qu'il faut faire attention à la planète, ok, mais ça, le message était passé, mais c'est quoi le but? C'est ça que je comprends pas. Vu qu'il y a pas, on sent l'impression qu'il n'y a aucun espoir. Alors, peut-être une lueur d'espoir à la fin. Puis le dernier chapitre, vraiment le tout dernier qui fait ça, j'ai pas compris non plus. Parce que là, pour le coup, on sort complètement de cette histoire de route, l'histoire de ce petit garçon et de son père, parce que l'auteur va nous parler de la nature. Alors, je dis, est-ce que par là, il a voulu dire qu'il y a eu de la nature avant que l'homme arrive sur Terre et qu'il y en aura encore après, même s'il disparaît? Je sais pas. Franchement, j'ai pas... Parce que pour les livres comme ça d'anticipation, de post-apocalyptique, il faut qu'il y ait une lueur d'espoir quand même. Sinon, je veux dire, c'est bon, on baisse le rideau. Enfin, là, je sais pas. Je sais pas ce que l'auteur a voulu vraiment nous démontrer. Il faudrait peut-être que j'aille voir sur Internet pour faire fouiller un petit peu, pour avoir une interprétation. Je comprends. Alors, c'est plus philosophique que, par exemple, The Walking Dead ou World War Z, ou voilà, où on est vraiment dans de l'action. Ça, je le savais, hein, ça n'a pas été une surprise, même s'il y a vraiment des actes horribles quand même. Mais, mais voilà, je sais pas. Je sais pas quel est le message que l'auteur a voulu faire passer. Je reste un petit peu... si vous avez compris quelque chose au message que l'auteur a voulu faire passer, je suis preneuse parce que je vous avoue que j'ai pas trop bien compris voilà, le pourquoi du comment. Bon, sur ce, donc je termine un peu interrogative. Voilà, ce sera le dernier livre que je vais vous présenter. Voilà, ce sera sous forme d'interrogation. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez vu le film ou même si vous avez lu la BD qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ce que vous en avez pensé, je me dis, j'aurais peut-être acheté la BD ou zioter un peu la BD. Peut-être qu'il y aurait des choses un peu plus explicitées, j'en sais rien. Mais pour moi, voilà, j'ai pas réussi à me connecter au personnage, j'ai pas réussi à me connecter à l'histoire. C'est pas comme si j'avais presque un peu l'impression de lire un livre d'histoire. Voilà, il s'est passé ça, 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 il s'est passé ça, ça, ça. Alors oui, effectivement, il y a des scènes horribles, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, j'ai pas compris parce que je me dis, c'est quoi l'intérêt
de continuer si quelque part il n'y a plus d'espoir. Bon, vous allez me dire, comme diraient les guerriers, vaut mieux mourir les armes aux mains que de se rendre et mourir sous le coup de l'ennemi. Mais bon, quand même, c'est un livre qui me pose vraiment beaucoup d'interrogations. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo point lecture. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!